Ah ouais. Ah ouais. Là, il y a un truc qui me fait plaisir à court terme. C'est mon tableau canard. J'ai envie de tout filmer, mais impossible de tout filmer, tant mieux. Tout revient. Bonsoir, mesdames et messieurs, et merci d'être là pour donc cette 7e édition du OFF, Olon Film Festival, auquel nous avons rajouté cette année un S, puisque si c'était une manifestation préalablement uniquement sur Olonne-sur-Mer, désormais, donc, elle anticipe la fusion de nos communes et va se dérouler à la fois ici au Sable d'Olonne, à Olonne-sur-Mer et au château d'Olonne. Voilà. Alors, mon rôle est de dire merci, et merci à vous d'être là, et puis merci à tous ceux qui, soit en nous aidant financièrement, soit en nous aidant de toutes les façons possibles, ont permis que le festival existe. La ville d'Olonne-sur-Mer qui nous soutient fidèlement depuis le début. La toute première édition du festival était en 2012. La région des Pays de la Loire, le département de la Vendée, la ville de Château-d'Olonne qui nous met à disposition sa salle La Gargamoelle, donc dans laquelle nous présenterons samedi prochain l'énorme et immense journal filmé de Thierry Nouel. On aura l'occasion d'en reparler. Merci bien sûr à François Le Suisse qui nous donne l'opportunité, et on en est extrêmement content et extrêmement reconnaissant aussi, l'opportunité d'être dans cette très très belle salle de cinéma, sachant qu'il y a peu de salles de cinéma dans le pays des Olonnes. Donc c'était vraiment un très très grand plaisir, et je veux le remercier de nous recevoir non seulement ce soir et demain soir, mais également de nous avoir reçus le 1er octobre dernier pour ce qu'on a pu appeler une espèce d'avant-première du festival, avec le très beau film L'amour flou. Pour ceux qui étaient là, ils se souviennent peut-être de la présence de Romane Boringer et Philippe Rebaud qui nous ont offert je ne sais pas comment on peut dire ça, un spectacle absolument grandiose. Donc merci beaucoup. Nous collaborons pour la première fois avec la BNF, qui sera représentée par Alain Caroux, qui arrivera vendredi, et qui a assuré la production des DCP du film de Thierry Nouel, du journal d'un vidéaste. Et puis nous avons nos soutiens habituels, si je puis dire, Super U d'Olonne, qui nous offre le buffet auquel vous êtes tous conviés dimanche midi, et puis le CIC qui a pour nous réalisé les affiches du festival. Merci à tous pour nous permettre donc de faire ce qu'on aime faire, c'est-à-dire montrer des films et puis en parler. Alors très rapidement, ce soir donc vous allez voir 2 films. Demain il y a une programmation autour d'Agnès Varda. Et puis vendredi nous serons à la médiathèque de la Jarry. Alors je voudrais dire qu'il est absolument urgentissime de réserver.
si vous souhaitez venir à ces projections. À la médiathèque de la Jarry, on passera 4 films et il y aura 3 réalisateurs présents. Ce sont évidemment tous des inédits des avant-premières, toujours sur le thème bien sûr du journal filmé. Et comme la salle de la médiathèque, l'auditorium de la médiathèque est assez petit, on est déjà quasiment plein en termes de réservation. Donc si vraiment vous voulez venir, il faut vous dépêcher de nous le dire. Les réservations se font sur notre mail lanterne.petite@orange.fr, ou bien vous me le dites à Pierre aujourd'hui. Samedi, nous serons donc toute la journée dans la salle de la Gargamoelle au Château d'Olonne. Vous savez certainement qu'un des points forts qu'on essaye de mettre en vigueur dans toutes nos programmations, c'est la présence des cinéastes. Que les films soient accompagnés par leurs auteurs, ou si on n'arrive pas à faire venir l'auteur, par quelqu'un qui puisse en parler. Alors je vais le présenter tout de suite, mais juste avant, je vais mettre mes lunettes, juste avant, donc, disais-je, juste avant, je voudrais vous lire une petite phrase qui me semble éclairer absolument ce qu'on a envie de montrer et ce qui éclairera aussi les questions qu'on peut se poser, parce que je rappelle aussi que dimanche matin, on fera une table ronde autour de l'autobiographie du journal filmé. Où vous êtes, c'est une entrée gratuite, c'est au Théâtre de la Licorne, et qui est ouvert au public, évidemment, et ça sera l'occasion de débattre de tout ça, et puis de tous les films qu'on aura vus pendant la semaine. Alors, Alain Bergala, qui est quelqu'un d'important dans le cinéma, et particulièrement dans le cinéma autobiographique, a écrit ce petit paragraphe. « Peut-être s'agit-il, pour les spectateurs d'aujourd'hui, qui commencent à prendre goût aux films autobiographiques, d'un besoin, même encore diffus, de retrouver sur les écrans un contact plus immédiat avec la vie telle que chacun la vit, et qui est de plus en plus séparé de la représentation que les médias et le cinéma industriel nous en donnent dans cette fin de siècle. » Oui, ça a été écrit à la fin du XXe siècle. Si le cinéma d'auteur est en train de prendre de la norme, comme on dit, prendre du ventre, l'autobiographie est peut-être en passe de devenir un espace de liberté où le jeu de l'autre, n'est pas forcément perçu comme un ego concurrent et haïssable, mais comme l'expression de quelqu'un qui serait à nouveau notre semblable. Au sens le plus humble du terme, quelqu'un dont je peux comprendre, à travers les sensations, la voix qui me parle, la façon dont il organise les événements aléatoires, graves ou minuscules, qui le constituent en « je », entre guillemets. Que la vie qu'il vit, ou qu'il a vécue, me concerne précisément en tant qu'elle n'est pas la mienne, mais qu'elle est vécue à un niveau de perception, de conscience, de sentiment, de contingence vraie, très proche de celui où je vis la mienne. Merci. Donc, vous allez voir 2 films à l'ouest. Violaine Le Fur, vous pouvez nous rejoindre, Violaine, s'il vous plaît. Et Corinne aussi, voilà. Donc ce soir, voilà, Violaine Le Fur, qui est donc la réalisatrice du film qui s'appelle À l'Ouest, et Corinne Bopp, qui est avec nous, qui présentera et qui nous permettra de discuter autour du film Carré 35 d'Éric Caravaca. Alors, évidemment, j'ai dit tout à l'heure qu'on essayait de faire venir les cinéastes le plus possible. Éric Caravaca, ça n'était pas possible de le faire venir. C'est pas qu'il n'aurait pas voulu, mais c'est qu'il est passé à autre chose. C'est quelqu'un qui est comédien, et il a beaucoup accompagné ce film, et maintenant, il fait plus son travail de comédien, donc il n'est pas là. Mais nous avons avec nous Corinne Bopp, qui est responsable d'un festival de rencontres documentaires et qui donne aussi des cours de cinéma, qui est spécialisé dans le domaine du documentaire. Et je pense qu'avec toutes les deux, on passera de bons moments. Violaine, est-ce que... Je veux dire que c'est la première fois que je présente mon film dans un cinéma. Et j'en suis très heureuse. Je veux remercier l'association Petit Interne et le cinéma Grand Palace, et ainsi que les téléspectateurs. On a l'occasion de discuter après le film. Alors d'abord, je voulais dire que le choix du texte d'Alain Bergala est absolument dément. Et
Et je pense que si vous avez fait appel à moi, c'est pas parce que je peux remplacer Erika Rakan, parce que ça c'est pas impossible évidemment, mais parce que j'avais travaillé aux rencontres, et je travaille un peu comme vous le faites, c'est-à-dire à partir d'une thématique cinématographique et en essayant de lier la présence des réalisateurs avec les films et puis la parole commune avec les films. Donc ça me touche beaucoup ce que vous avez lu, qu'écrit Alain Margalla, et c'est vraiment un sentiment que je partage très profondément, d'une intimité qui, quand elle partage le sensible, nous redonne une relation à la réalité dont les hommes politiques sont tellement éloignés que c'en est terrible, et que du coup ça a aussi une dimension politique. Ça n'a pas seulement une dimension cinématographique et poétique, mais cette relation sensible et forte et partagée à la réalité, ça prend une dimension politique. Bon, voilà. Mais tout à l'heure, nous parlerons ensemble de Carré 35, qui a des dimensions politiques aussi d'ailleurs, et qui est un film très sensible sur un sujet douloureux. Et donc, je pense qu'il y aura de quoi déployer ensemble, de nouveau, sans remplacer la présence du réalisateur. Merci. Ce que je voulais dire aussi, c'est que vous allez voir que c'était une idée évidente pour nous de rapprocher ces deux films, parce qu'il y a une parenté entre les deux films. Je vous la laisse découvrir. Je voudrais simplement, je ne voudrais pas être trop long, mais je voudrais quand même dire que dans la salle, nous avons trois autres invités qui sont déjà arrivés, que je voudrais vous présenter, en particulier Thierry Nouel, qui est ici, l'homme à la caméra. Donc, voilà, donc Thierry Nouel, voilà, dont on verra le journal samedi 1er décembre, et qui est avec nous pendant tout le festival. Nous avons Gérard Courant, qui est ici au premier rang, qui est aussi l'homme à la caméra, puisqu'il est en train de filmer. Et Gérard Courant, on le retrouvera demain soir, puisqu'il va présenter la soirée, on y reviendra, puis on le verra aussi dimanche. Et nous avons aussi Carole Contant, qui est ici. Carole Contant, voilà, elle nous vient de Rennes. Et voilà, vous pourrez voir un film de Carole dimanche matin. Voilà. Eh bien, comme on dit, je précise juste pour des raisons techniques que les deux films vont se suivre. Hein, on ne fera pas de pause entre les deux films. Il y aura juste une pause de quelques secondes pour que vous repreniez vos esprits à la fin du film, mais on discutera à la fin des deux films. Voilà. Bonne projection. Politico-historique de l'arrière-plan de ces deux histoires. Voilà. Alors après, voilà. C'est vrai que ce qui est très, très intéressant et très impressionnant dans le montage, dans la construction des films, ce sont ces différents temps. Comment sont organisées dramatiquement dans le film les découvertes, les choses importantes, les tournants. Et moi j'étais très impressionnée, Violaine, par alors, bon, déjà le début de votre film est évidemment complètement incroyable, c'est-à-dire que combien de fois en fait, moi je me suis posé la question en voyant un accouchement, je me suis posé la question de l'enfant et de qu'est-ce qui devenait, parce que je pouvais entendre que pour des raisons diverses, eh bien le film avait été pris, la mère avait été d'accord et je voyais bien tout ce que ça pouvait signifier que son accouchement soit filmé, qu'il en reste témoignage. Voilà, à l'état niveau. Mais en revanche, le destin de l'enfant qu'on voyait naître là, avec ce rapport très particulier qu'on a avec quelqu'un qu'on voit naître. Hein, c'est pas pour rien qu'on dit de quelqu'un qu'on connaît très bien, on dit oh mais je l'ai vu naître, je l'ai quasiment vu naître. Et donc c'est très fort de commencer ce film avec ça. Je suis cet enfant qui naît. Quand on est spectateur, ça nous donne tout de suite quelque chose de proximité absolue et d'empathie absolue et d'envie de vous suivre, mais au bout du monde. Enfin, voilà, on a vu votre naissance et ça, c'est extraordinaire.
Donc le début est une force comme ça. Et donc il y a déjà cette image qui nous vient de loin, de votre origine, de l'endroit où vous avez trouvé source, et qui est très troublante et très émouvante. Mais après, il y a comme ça dans le film, et je me suis vraiment posé la question de comment vous faisiez. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait cette pratique de filmer depuis très longtemps beaucoup, et d'être avec des gens qui filment, qui expliquent que vous ayez des films où on vous voit, ou alors est-ce que c'est une reconstruction ? Ou est-ce qu'il y a une réalité de vous filmer sur beaucoup de périodes, dans beaucoup de circonstances, ou est-ce que vous avez recréé ça pour le film ? C'était la première question. Il y a plusieurs choses, parce que déjà je dis, ma mère elle est manipulatrice. Je crois qu'il faut parler plus fort. Comme ma mère travaillait dans le milieu médical, déjà je pense que c'est assez naturel pour elle de confier son accouchement, ce qui n'était pas vraiment en fait à l'époque. Donc c'était aussi pour moi une manière de me réapproprier ces images, qui a été c'était plusieurs enfants qui naissaient à la suite avec des paroles qui parlaient de l'hôpital. Donc il y a plusieurs registres. Après, les images familiales, oui, ma mère a toujours pris beaucoup de photos et a archivé en fait sa vie, m'a raconté sa vie. Donc il y a les films et ces images qui ont toujours existé et que je trouvais très importantes parce que, par exemple, du côté de mon père, je connaissais pas du tout sa vie et j'avais aucune image. Et assez rapidement, moi, je suis rentrée dans des écoles d'art, j'ai commencé à filmer aussi sans forcément projet, mais à filmer tout ce qui se passait. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai fait toute ma vie. Et du coup, après, quand j'ai commencé ce film, qui, en tout cas, commençait vraiment au Cameroun, c'était un peu un moyen de remettre aussi toute cette période pour essayer d'en faire un objet qui parle de plus de choses que juste cette partie en Afrique. Vous voulez dire, Violaine, que l'origine du film, c'est l'envie d'aller au Cameroun pour en savoir plus sur votre père et sur sa famille? Des choses que vous ne saviez pas forcément. En tout cas, le montage et j'ai vraiment décidé de faire un film en partant au Cameroun où je filmais tout le temps. Et donc j'avais d'abord fait ce montage-là avec cette partie au Cameroun et c'est après que j'ai commencé à monter en remettant les autres images parce qu'en fait avant j'étais attachée mais ça avait ni queue ni tête et du coup quand je montrais ça aux gens il y avait ce désir mais il n'y avait pas de forme donc c'est venu après quoi. Donc ça c'est vraiment écrit au montage quoi, c'est au montage qu'après les différents éléments ont trouvé leur place et se sont agencés. Oui, complètement, ça s'est fait au montage et pareil comme le passage au Cameroun, c'est aussi quand je filmais, je savais pas du tout ce qui allait se passer et même en fait je savais jamais ce qui allait se passer et je pensais que ça allait très mal se passer et du coup j'avais un projet, cette tenue que j'ai à la fin par exemple. C'est une tenue que j'ai fabriquée et j'avais fait une résidence dans une fondation qui n'était pas loin des tombes. Je me disais, bon, si mon projet de film ne se passe pas bien, j'y vais quand même dans un cadre artistique où je peux aussi avancer moi, des choses de mon côté qui ont du sens. Donc je m'étais vraiment préparée à ce que, un drame un peu ou à des interdits. Et en fait, tout le monde était très content et plus que ça en fait il ne s'agissait même pas de moi parce que culturellement en fait c'était pris comme si c'était mes ancêtres en fait qui ordonnaient ce projet. Donc en fait il ne s'adressait même pas vraiment à moi. Et à travers vous, à vos ancêtres. Ouais. Donc, du coup.
Oui, et du coup, ça, c'était assez émouvant aussi de voir que même si moi, j'avais pas d'attache, enfin, je connaissais personne là-bas, en fait, les gens me connaissaient. Et moi, j'ai un nom là-bas qui dit qui je suis par rapport au chef et tout, et qui fait que les gens me nomment. Il y a un moment où quand ils me présentent, ils disent « Ah, bon bah voilà, on sait qui tu es fille du palmier », ils disent numéro 2. Et du coup, ça situe, donc il y avait voilà, toute cette découverte sur place. Et puis, et aussi, moi je filmais aussi, voilà, aussi pour mes sœurs, en me disant que c'était un chemin qui ne concernait pas que moi. Donc il y avait aussi une distance, je pense, qui a permis de faire aussi ce film. Je voulais dire qu'il y a une chose particulièrement remarquable dans ces deux films, c'est que finalement l'enjeu dans les deux films, c'est de retrouver une image manquante. Puisque, évidemment, dans Carré 35, il faut retrouver une photo de Christine, et puis dans le cas du film de Violaine, c'est retrouver une image du père, ou du moins retrouver une épaisseur à cette image du père, puisqu'on a juste quelques images de ton père, et puis tu dis qu'il est décédé quand tu avais 13 ans, c'est ça? Donc voilà, il n'y a pas suffisamment d'images du père, et surtout pas suffisamment d'images de l'arrière-plan. Et, voilà. Et dans le film d'Eric Caravaca, alors là, évidemment, c'est radical, et c'est comme le dit Eric Caravaca dans le commentaire, c'est aussi, alors la mère, elle refoule et elle oublie sa fille trisomique, mais c'est aussi une manière de refouler tout ce qui s'est passé en Algérie, au Maroc, toute l'histoire de la colonisation, etc. Voilà. Donc il y a à la fois des recherches d'images manquantes et à la fois une occultation d'un passé qui dérange. L'autre chose, Pierre, c'est aussi que dans les deux films, à la fin, on retrouve sa place. Le réalisateur, l'auteur retrouve sa place. C'est vraiment ce que vous dites, hein, Violaine, quand vous dites on me voit, on me nomme, on sait qui je suis, d'où je viens, et du coup, ça me donne une place, et on le sent, je trouve, très fortement aussi. Dans le film Carré 35, vraiment, il retisse ce qui a été déchiré, le tissu déchiré, il replace la photo, et voilà, chacun retrouve sa place, et lui retrouve aussi sa place de frère de cette sœur décédée. En donnant une place à cette sœur, il se redonne une place, il donne une place à son fils. C'est vraiment très sensible à la fin du film. Et je trouve que ça, c'est très beau, voilà, c'est très beau. Et puis, le fait que il y a beaucoup d'angoisse et de peur, et tu le dis très bien, Violaine, et la mère dans Carré 35 le dit aussi très bien, il y a beaucoup d'angoisse et de peur, et puis finalement, il y a quand même beaucoup de, j'ai envie de dire, bonnes fées, bonnes âmes, de personnes qui sont là pour veiller sur la tombe, sont là pour retrouver la photo, sont là pour t'accueillir, sont là pour te dire, sont là pour te guider jusqu'à la tombe. C'est-à-dire, voilà, sont là pour tenir toutes ces choses dont on pensait qu'elles étaient perdues. La mémoire, les images, les lieux. On pensait qu'elles étaient perdues, et dans les deux films, eh bien, les réalisateurs, ils retrouvent ces gens qui ont tenu, qui l'ont fait comme ça, qui l'ont fait comme des justes, hein, c'est-à-dire sans grande justification, sans grandes explications. Ils l'ont juste fait parce qu'il fallait le faire. Il fallait le faire. Mais l'apparition de la voix au téléphone de cette dame qui s'est occupée de la tombe et qui maintenant habite en Espagne, on a l'impression d'être dans un conte de fées. On a vraiment l'impression que c'est une fée qui apparaît parce que ça paraît inimaginable qu'il y ait quelqu'un qui se soit occupé de cette tombe. Et pourtant, ce quelqu'un existe et on entend juste sa voix, très très nette d'ailleurs. Et on est un peu dans un univers magique à ce moment-là. Et puis évidemment, je trouve aussi, ou mythique, enfin, il y a des antigones, il y a des gardiens, il y a des gens qui veillent sur les histoires, qui veillent sur les morts. Et c'est très rassurant.
d'une certaine façon. Et ces gens sont bienveillants avec les vivants aussi, sont bienveillants avec les vivants qui sont là, pour le coup, le réalisateur et vous la réalisatrice, et qui vous accueillent dans votre quête. Ça donne en plus ça élargit le film. Ça lui donne, non seulement ils sont universels vos films, parce que nous sommes tous touchés, mais là, en plus, ils atteignent quelque chose de métaphorique et de... Voilà, très très bon. C'est vrai que cette femme en Espagne au téléphone, c'est vraiment un peu comme le gardien de la spiritualité. C'est rassurant aussi, parce qu'il y a un peu cette chose où on s'imagine cet enfant abandonné, même mort, et c'est terrible. Et en même temps, d'un coup, il y a le groupe humain qui dépasse en fait la famille et qui est aussi recomposable en fait, un peu pas à l'infini, mais c'est vrai que moi je sais que quand c'était assez drôle quand j'ai tourné ce film, en fait les images de mon père et de mon grand-père et de mon arrière-grand-père ont fini par se mêler parce que déjà culturellement, déjà on commence par les plus anciens quand on visite les tombes. Et puis il y a une manière aussi d'appeler ma fille, ton père, le grand-père, on appelle le grand-père le père, et il y a vraiment cette notion d'ancêtre qui fait qu'en fait c'est une lignée et que c'est pas il n'y a pas cette chose d'individu qui est un peu angoissante où il peut y avoir un trou, quoi. Il n'y a jamais de trou, et du coup il y a vraiment une manière aussi de se replacer dans une cosmogonie plus large. Dans un tissu. Mais ça, c'est souvent le cas des récits des gens. Quand les gens vous racontent l'histoire de leur famille, ils peuvent très facilement dire le père au lieu du grand-père, le fils au lieu du petit-fils. Enfin, voilà, tout ça, ce sont des places qui peuvent être interchangeables quelquefois, en tout cas dans l'idée et dans l'affection qu'on peut porter. Voilà, quelqu'un peut être plus proche alors qu'il est plus loin dans le temps, selon les moments. Et ça s'entend dans les récits, et ça s'entend dans ce que vous dites. Moi, j'aurais une petite question pour Violaine. C'est que tu dis à un moment de façon très brève que quand ton père est mort, sa famille du Cameroun a accusé ta mère de sorcellerie, de lui avoir jeté un sort, et ils ont rapatrié le corps malgré votre volonté, enfin la volonté de ta mère et la tienne. Et bon, déjà, j'aimerais bien que tu en dises un peu plus. Et puis, quand tu es arrivé au Cameroun, toi, on t'a pas accusé de sorcellerie ou je ne sais quoi, et ta mère, elle, ne t'accompagnait pas dans le voyage. Non, moi, ma mère, elle n'est jamais allée en Afrique. En fait, les accusations de sorcellerie, c'est vrai, quand on ne connaît pas cette culture, c'est quelque chose de très violent. Donc, moi, j'ai associé ça, enfant, vraiment au mal, quoi. Et puis, il y a eu un côté, bon, ce sont des gens méchants et il faut se protéger. Donc, il y a eu un resserrement familial qui était notre petit groupe, quoi. Et après, avec le temps, j'ai lu aussi et j'ai compris dans des lectures qu'en fait, il y avait accusé quelqu'un de sorcellerie dans l'Afrique de l'Ouest. Ça peut... déjà, on peut être sorcier sans le savoir. Et que c'est pas forcément couper les ponts. Et il peut y avoir des résolutions aussi dans ces histoires-là. Et qu'en fait, c'est quelque chose de très commun. Et moi, je pensais vraiment que c'était parce que ma mère était blanche. Et après, aussi, en parlant avec mes cousins, en fait, à chaque fois qu'il y a des morts, c'est toujours un drame et la mort n'est pas quelque chose d'acceptable. Et il y a toujours de la violence, il y a toujours... en fait, c'est quelque chose qui fait vraiment partie aussi de la culture. Et que j'ai compris bien après. Et c'était pas tout le monde aussi qui accusait ma mère de sorcellerie. Et les gens qui étaient restés sur place, c'était pas non plus les mêmes. C'était pas la même famille que ceux qui étaient en France. Donc il y a eu aussi, c'est vraiment une réconciliation avec presque avec le pays en fait, plus qu'avec des individus, parce que ça voulait dire déjà c'était faire un pas vers une culture et essayer de comprendre.
a-t-il des réactions dans la salle? Le micro est disponible. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que... Vous avez une voix qui porte. Vraiment, on me l'a dit. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en recherchant quelqu'un, vous allez aussi, et les deux films sont comme ça, vous allez dans un autre pays, dans une autre culture, dans une autre civilisation, c'est encore plongé davantage dans l'inconnu. Et je sais que la première fois que j'ai été en Afrique noire, l'ouverture de la fenêtre le matin, on est arrivé la nuit, l'ouverture de la fenêtre, on s'est dit mais on n'est pas dans un autre pays, on est sur une autre planète. Et donc on vous voit très bien au Cameroun arriver dans quelque chose qui a tellement rien à voir avec ce que l'on peut vivre ici, que d'évidence c'est un plongeon dans l'inconnu encore plus important que si on recherchait quelqu'un dans la ville où on vit, dans le pays où on vit. Voilà, c'était simplement cette... Et c'est d'autant plus frappant que dans le film, il n'y a pas de transition. C'est-à-dire que d'un plan à l'autre, on passe tout de suite au Cameroun. On est vraiment... c'est vraiment un changement d'univers, ouais. D'un plan au suivant. Et c'est vrai que le saut a été d'autant plus fort que, comme je disais, en fait, moi, je ne connaissais pas du tout cette culture. Parce qu'en fait, mon père a migré très jeune et ne m'a jamais parlé de son enfance, ne m'a jamais... c'était une volonté. Et du coup, en fait, je connaissais vraiment que l'Afrique des choses négatives, de par cette réaction à la mort. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à toute cette bienveillance, à tout cet amour et aussi à toute cette... En fait, moi, j'avais en tête, je m'étais dit, bon, je vais montrer quelque chose je vais montrer la magie blanche, je vais montrer quelque chose de beau. Et j'étais persuadée que j'allais devoir le fabriquer. Et en fait, au contraire, la réalité, elle était tellement... c'était tellement incroyable ce qu'on me racontait que j'ai même pas pu tout raconter. Et au final, j'ai dû piocher pour faire une histoire à peu près compréhensible. Mais c'était vraiment de l'ordre du conte. Parce que plus je restais et plus j'allais chercher des informations. Et du coup, plus on remontait dans les histoires familiales. Et du coup, j'avais plusieurs noms, quoi. Donc j'ai des filles du palmier, mais aussi filles du buffle. Par rapport à des histoires des arrière-grands-pères perdus dans les forêts, qui ont du coup une protection mystique, et il y avait vraiment Ah oui, du coup, vous étiez mis en relation avec une histoire d'une richesse incroyable. Quoi. Oui, et qui dépassait très belle, très loin, en fait, très riche histoire. et très plein de profusion de... Complètement. Et j'étais pas préparée à ça, donc j'avais pas non plus, j'avais pas les réflexes non plus pour... et puis j'étais toute seule avec ma caméra, donc je filmais beaucoup au trépied, donc je pouvais pas mettre un plan fixe de un quart d'heure de quelqu'un qui raconte une histoire. Ouais. Mais ça a été vraiment... ça m'a donné vraiment envie, en tout cas, de retourner pour prolonger cette aventure avec peut-être un minimum d'équipe technique. Prendre le son. Et du coup, Violaine, combien de temps vous avez passé au Cameroun? Moi, j'ai passé 1 mois en filmant. Et en fait, avant, j'y étais allée 1 mois sans filmer. Mais j'avais compris qu'il ne se passerait rien, que j'allais rien comprendre si j'allais pas dans cette région. Parce que le mois précédent, c'était pas exactement à cet endroit-là. En fait, non, moi j'étais allée dans ma famille qui habite en ville à Douala et qui travaille. Et donc ils me disaient, faut pas sortir, c'est dangereux. Et puis ils voyagent pas, ils vont travailler. Et du coup, la deuxième fois quand j'y suis allée en bus dans cette région et je suis restée au village. J'avais organisé le fait de rester toute seule au village. Est-ce que ça veut dire que la partie de la famille qui est citadine, elle est coupée des... Non.
couper des histoires et de la tradition familiale et de... En fait, les Où adultes... où elle la connaît et... Les adultes la connaissent parce qu'en fait, ils en sont... comment dire, ils ont grandi là-dedans. Oui, et puis il y a presque un truc, pas de peur, mais il y a une vraie... en fait, ils sont très chrétiens, mais ils connaissent cette tradition parce que leurs parents sont complètement là-dedans. Et en fait, les enfants... Donc moi, par exemple, j'ai rencontré des cousins et j'avais prévu qu'ils m'aident dans ma quête. Et donc au fur et à mesure, je leur envoyais des images. Et j'ai compris qu'en fait, eux ne reconnaissent pas cette culture. Ils disaient non, ton grand-père, c'est pas là-bas la tombe. Moi, je connais, c'est pas là-bas. Et en fait, ils reconnaissent pas les cases où il y a les crânes. Parce qu'ils considèrent que c'est quelque chose de barbare. De païen. Ouais. Que la religion chrétienne qu'ils ont adoptée n'admet pas. C'est ça, plutôt. N'admet pas, et il y a une peur aussi. Parce que du coup, les villages s'associent à la sorcellerie, et les gens croient en la sorcellerie, même s'ils pensent que c'est de la barbarie, ils y croient, ils ont très peur. Et du coup, les gens étaient très impressionnés que je sois allée toute seule. Et du coup, il y a eu un inversement. Moi qui ne connaissais pas cette culture, aussi, j'avais pas les mêmes peurs. Moi, j'avais peur des gens, j'avais pas peur de recevoir des sorts. Et du coup, j'ai aussi trouvé ma place en tant que, voilà, pas sœur, mais de pouvoir être imprégné pleinement de cette culture qui répond à une absence totale de spiritualité de la culture dans laquelle j'ai grandi. Je dis pas tout le monde, mais moi en tout cas. Et du coup, ça a été très positif pour moi. Et les cousins avec lesquels vous vous retrouvez à un moment, c'est en ville ou c'est au village? C'est au village. Ouais. C'est au village, Je me demandais si les cousins avec lesquels on vous voit à un moment qui vous disent ah mais oui tu es la fille d'eux et moi je suis, enfin et on est frères et tout ça. Donc c'est... Oui, c'est au village. C'est au village. Ouais. J'ai tout filmé quasiment au village. Il y a très peu d'images de la... Et pour avoir une idée, c'est quelle population à peu près? En fait, c'est en termes de chiffres ou en termes de... En fait, c'est Grassfield, c'est une région qui est à l'ouest du Cameroun. Et c'est une région de collines et de hauts plateaux qui a gardé, on va dire, une culture traditionnelle assez forte et qui fonctionne beaucoup par solidarité. C'est des villages qui sont régis par des chefs, comme celui qu'on a vu. Et donc il y a un système hiérarchique avec le chef, 7 notables, des sociétés secrètes, et qui fonctionnent un peu comme des maires presque, parce qu'ils s'occupent de choses comme les écoles, mais aussi ils règlent tout un tas de conflits. Et il y a énormément de tabous, d'interdictions. Ils ne choisissent pas grand-chose non plus, ils ne choisissent pas d'être chef. Et du coup, c'est un mélange de sociétés où les groupes sont très forts et où voilà, l'individu n'existe pas vraiment, quoi. Ça a pas de... Par exemple, le chef que j'ai filmé, lui, il était chef d'entreprise à Douala, il était marié. Et donc, quand l'ancien chef est décédé, il avait choisi que ce soit lui qui prenne la relève. Donc, ils sont allés le chercher et ils l'ont frappé et ils l'ont pris. Et ils l'ont enfermé dans un endroit où ils ont choisi une femme qu'ils n'avaient pas non plus choisi. Et ils sont enfermés 1 mois et demi, on leur apprend un peu des règles. Et donc c'est un mélange. Moi, j'ai pas montré cette part parce que c'était pas vraiment le sujet du film, mais c'est assez, assez difficile d'imaginer de notre point de vue comment on peut être dépossédé de sa vie, mais en même temps... En vous donnant une responsabilité, une autorité, tout ça. C'est très étonnant. Et au final, lui, par exemple, il
il a peut-être, je sais pas, peut-être 4 ou 5 femmes au Cameroun avec lesquelles il ne vit pas. Et mais lui, il vit en France aussi. Et il a des enfants en France, il vit en banlieue parisienne. Et en fait, quand il vient là-bas, il vient 3 mois sur place. Et voilà, il règle des affaires, il rencontre les autres chefs aussi, ils se connaissent. Donc il règle un peu des histoires. Et c'est un autre monde. C'est une organisation autre, avec toute la dimension mystique aussi. Donc c'est un peu pas les chefs, mais c'était un peu à lui que je devais demander l'autorisation. Et qu'à partir du moment où lui m'a donné son accord pour filmer, tout était possible parce que les gens m'associaient au chef. Donc c'est comme la parole, de Dieu, quoi. Et pardon, est-ce que votre père, il avait un rôle dans cette communauté? Et du coup, c'est des petites, y a des petites choses comme ça, comme les coris, les coquillages, qui sont des signes de royauté. Et après, bon, il y a un roi dans chaque village à peu près, donc c'est aussi, il y en a beaucoup de princesses et de princes en Afrique. D'ailleurs, à propos de vêtements et de parures, moi, quand j'ai vu la scène finale, j'ai pensé que vous aviez mis la parure que l'on voit dans la cour, que l'on vous montre. On vous dit, voilà, il y a vous mettez le collier avec l'espèce de sac comme ça. Très joli. Ouais, dans la cour. Très beau, dans la cour. Ouais. Hein, on sort du sac des choses, on vous les montre et vous en passez. Hein. Et donc, quand vous dansez à la fin, moi j'ai pensé que vous aviez revêtu. Mais là, vous expliquez que c'est quelque chose que vous avez créé. En fait, c'est une création à vous pour. À partir quand même des manifestations que j'avais vues et qui sont rapidement filmées. Qui s'en inspiraient quand même. Oui, voilà, où c'est j'étais allée à une intronisation et puis à un autre événement. Et en gros, oui, il y a 300 personnes qui défilent et qui sont costumées et donc c'est voilà, tous les regroupements, toutes les tenues. Et c'est vraiment un ordre, c'est quelque chose d'assez complexe et d'assez secret, donc qui se transforme aussi petit à petit en manifestation culturelle. Là où je suis allée, bon, j'avais le droit de filmer. Ça perd un peu son pouvoir, ça perd un peu son mystère ou son pouvoir. Je pense pas, parce qu'il n'y a pas de touristes. En fait, quand j'y suis allée, il n'y avait vraiment que des Camerounais. Et il y a vraiment encore cette... en fait, c'est juste que c'est à beaucoup plus grande échelle. Parce que du coup, il y a des buffets pour... déjà, il y a 500 personnes qui participent. Ça dure 4 jours. Il y a 500 4x4. C'est des manifestations de richesse et de pouvoir. Et comme c'est des régions qui... c'est finalement un passage c'est des régions où les gens se sont enrichis aussi. Là où j'étais à Bamoun et tout ça, et parce que aussi il y a cette culture de solidarité, Et il regarde l'empathie et la tendresse. Et ça c'est aussi c'est extrêmement, enfin c'est très dur, hein. C'est très très dur, hein, de réussir à tenir ça. Sans passer pour mou, pour complaisant, il n'est pas, il est impeccable, il est absolument pas complaisant, et en même temps, il n'attaque absolument pas, il est complètement dans l'affection due à sa mère. Évidemment, qu'il n'est pas une mauvaise personne, qui n'a pas fait sciemment du mal du tout. Il n'est pas l'ennemi. Et c'est vrai que c'est très troublant cette histoire de mensonge et cette histoire de cette mère qui a souffert d'une mensonge, qui en a souffert. Mais si nous étions parfaitement transparents à nous-mêmes, ça se saurait. Si on était capable de regarder nos actions d'une façon parfaitement transparente, nous ne serions pas des humains. Je voudrais dire justement que la mère, elle a souffert du déni de la mort de sa propre mère, et que le réalisateur, lui, il fait œuvre de « je stoppe ça dans la famille ».
Voilà. Absolument. Parce qu'on connaît la reproduction. On sait bien sûr que les choses se reproduisent. On connaît ce phénomène super important de la reproduction. Et oui, quand je disais on retrouve ça, on remet les choses à leur place, bien sûr ce que vous dites c'est super important. Et du coup on arrête ça. On arrête. Enfin, on essaye, en tout cas, parce que je ne suis jamais définitive ou machin, mais en tout cas, on travaille à arrêter cette reproduction de la douleur. Voilà, à un moment, on peut essayer d'assoulir. Je crois aussi que, Violette, toi, tu travailles là-dedans, c'est-à-dire qu'à un moment, tu arrêtes l'ignorance. Et tu arrêtes le moment où on ignore l'autre. Allez, on y va, on s'y confronte, ça fait peur, mais on y va et on apprend à connaître cet autre qui fait partie de toi. Voilà, cette partie de ta famille qui fait partie, cette partie de ta culture et de ta famille qui fait partie de toi et que tu ignorais et puis tu décides que l'ignorance ça va, c'est bon, allez, maintenant on arrête et on y va. Il y a cet acte de courage, hein, c'est très courageux. Hein. Il y a vraiment beaucoup de courage dans ces deux films aussi. Je trouve d'affronter des choses pas faciles. Et en plus là-bas, il détache les os, il s'est éparpillé. Elle savait pas en fait. Mais moi, c'est des choses qui m'ont fait aussi que je voulais pas. Comme ça fait quand même que je voulais pas. Avec les morts, et en plus, il te protège dans la culture. Donc il y a une espèce de renversement où moi je vais pour résoudre quelque chose avec mon père et en fait je me retrouve protégée par tous les ancêtres dans ma vie. Donc c'est pas mal. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers le cinéma, quand même, parce que c'est des sujets, on se soigne un peu? Et c'est ça dont il est question. C'est-à-dire, c'est vraiment, comme dit Chris Marker, c'est vraiment raccommoder le tissu. Et c'est une fonction du cinéma. C'est une fonction du cinéma et qui là est mise à l'œuvre, vraiment. Eh bien, effectivement, le cinéma peut changer les choses dans la réalité des personnes qui font les films. Et ça, c'est très émouvant quand on est spectateur. Ah ouais.